Parfait. Donc, bonjour et bienvenue à toutes et à tous à ce webinaire sur l'innovation territoriale, quels enjeux pour la relance économique en Tunisie. Donc, notre troisième rendez-vous de la série de rencontres virtuelles organisées en collaboration avec le ministère de l'Industrie, de l'Énergie et des Mines et le projet Innovi Youth for Innovation. Cette série de webinaires vise à sensibiliser les preneurs de décision sur le potentiel de l'innovation et du développement technologique pour la relance économique dans un contexte post-crise. Donc, je me présente, je suis Mazen Al-Kassem, expert technique international avec Expertise France et votre modérateur pour aujourd'hui. Bienvenue à nos experts et intervenants, Monsieur Raïs Mejri, directeur général de l'innovation et du développement technologique au ministère de l'Industrie, Madame Isabelle Boudinot, vice-présidente de la région Nouvelle-Aquitaine en charge de l'Europe et de l'international, Monsieur Kamel Ouelfalli, directeur général adjoint de l'API, l'Agence pour la promotion de l'industrie et de l'innovation en Tunisie, Dr Mounir Rojdi, expert international en intelligence économique et innovation, Monsieur Marc Augustin, expert chargé du développement au sein de Bordeaux Techno-Ouest, Yvon Gobert, délégué régional Nouvelle-Aquitaine Airbus Développement, Monsieur Meher Khleifi, fondateur et PDG de Ahmini, et Monsieur Shali Achouri, cofondateur et Chief Technology Officer de Chantier.tn. Bienvenue à tous et merci d'avoir accepté notre invitation pour ce troisième volet de la série Innovation et Développement technologique pour la relance économique en Tunisie. Maher, je peux te demander s'il te plaît de mettre mute sur ton micro. Donc avant de commencer, et comme à mon habitude, je vais me permettre de préciser à nos participants qu'à tout moment pendant le webinaire, vous avez la possibilité de soumettre vos questions à nos invités et il faut juste simplement taper votre question dans le Q&A qui est au bas du panneau de configuration sur Zoom. Ou pour les nombreuses personnes qui nous suivent sur le Facebook Live. Maher, pardon. Oui. Juste Oui. Mute ton micro. Oui. Le couper. Si tu peux couper ton micro, s'il te plaît. Ah, ok. Merci. Merci beaucoup. Et donc, pour les nombreuses personnes qui nous suivent sur le Facebook Live, vous pouvez aussi soumettre vos questions via donc, les commentaires. Et donc, on va essayer d'aborder toutes les questions ou autant de questions que possible lors de la session de questions-réponses à la fin de notre webinaire, comme d'habitude. Ce webinaire est bien sûr est enregistré et on va le partager sur nos différentes plateformes et celles de nos partenaires à la fin. Donc, cette série de webinaires s'insère donc dans le cadre du projet Innovi EU for Innovation, le projet financé par l'Union européenne à hauteur de 14,5 millions d'euros et mis en œuvre par Expertise France, l'Agence française de coopération technique internationale, en collaboration avec le ministère de l'Industrie, de l'Énergie et des Mines. Le projet, qui a une durée de 5 ans, a pour objectif général de contribuer au développement économique, durable et inclusif de la Tunisie, à travers donc le renforcement, la structuration, la pérennisation et la valorisation de l'écosystème de l'innovation et de l'entrepreneuriat, et ce, en partenariat avec 12 partenaires institutionnels tunisiens et 4 européens. L'innovation est devenue aujourd'hui donc un élément important des discours politiques dans le monde, perçu comme un levier d'attractivité, de compétitivité, d'efficacité et de progrès à l'échelle nationale et territoriale. Celle-ci offre un cadre propice à la mise en œuvre de nouveaux modes de faire, à l'expression de la créativité des agents et acteurs dans notre système, à l'utilisation de technologies nouvelles et à la mobilisation de modes de financement inédits dans un contexte où l'autorité publique est appelée à faire mieux avec moins. Donc, les territoires qui sont à la fois écosystèmes et lieux privilégiés de l'innovation sont devenus non seulement des espaces décisionnels où les acteurs travaillent et décident ensemble de leur avenir, mais également des lieux où s'articulent des enjeux multiples tels que la stimulation du développement économique, l'amélioration de l'efficacité des services publics, l'accélération des changements de mode de vie, et j'en passe. Et pour ce, dans son contexte, donc, depuis une trentaine d'années maintenant, des pays comme la France mettent en place des politiques publiques qui visent à inciter les acteurs à innover et à collaborer, à faire alliance avec la recherche, l'enseignement et les institutions publiques, mais aussi à promouvoir la collaboration entre les grands groupes industriels et les startups. On voit donc des mécanismes qui sont apparus dernièrement, enfin, depuis un certain temps, des mécanismes d'accompagnement des entreprises tels que les clusters, les pôles de compétitivité, les plateformes d'innovation, pour n'en citer quelques-uns, qui sont destinés à stimuler l'innovation et à favoriser des dynamiques de croissance.
Au Japon, par exemple, la deuxième génération de politique de cluster qui a été mise en œuvre par le ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie est explicitement destinée à renforcer la dynamique du tissu industriel des régions autour, donc des priorités locales et sectorielles. Donc, dans un contexte de crise économique comme celui que nous vivons actuellement, dû entre autres, pas seulement, mais à la pandémie de la Covid-19, l'innovation territoriale, elle se voit attribuer un rôle essentiel d'instrument de redynamisation et de relance économique, en utilisant les spécificités de chaque territoire comme effet de levier pour son développement et sa croissance. Donc, nos invités aborderont au cours de ce webinaire les différents aspects de cette innovation territoriale et son rôle éventuel dans la relance économique en Tunisie. Et ils partageront avec nous leur point de vue sur des sujets tels que les politiques locales d'innovation, leurs clés de réussite, la gouvernance territoriale de l'innovation, les outils et instruments de mobilisation d'un écosystème prônant l'innovation. Nous aurons aussi l'opportunité et la chance d'entendre des retours d'expérience et témoignages de start-up et industriels qui sont sur le terrain. Très rapidement, comme pour les autres webinaires, notre discussion se déroulera en 2 temps. Donc, un premier temps où on va faire un tour de table pendant lequel chacun de nos invités aura 5 minutes pour répondre d'une façon concise et de son point de vue à la question du webinaire d'aujourd'hui, l'innovation territoriale, quels enjeux pour la relance économique en Tunisie. Et dans un second temps, chacun de nos invités aussi partagera avec nous une recommandation mettant en avant comment l'innovation à l'échelle locale, territoriale, peut contribuer à la relance de l'économie tunisienne dans un contexte de crise, post-crise. Et bien sûr, on essaiera, si le temps nous le permet, de répondre à autant de questions que possible de nos participants. Sans plus attendre, je vais passer à Dr Mounir Rojdi, donc qui est expert international en intelligence économique et innovation, qui nous parle, enfin, qui nous rejoint de Paris en ce moment. Donc, si on rentre dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez donc nous définir qu'est-ce que l'innovation territoriale? Et à votre avis, quelles sont les bonnes pratiques en matière de gouvernance territoriale de l'innovation? Merci Simazine, merci pour cette introduction. Bon, vous placez déjà docteur et expert international, waouh, ça va faire, on dirait que c'est un mélange de Bill Gates et je ne sais pas qui d'autre qui va parler. Mais comme je dis toujours, quand on me présente comme docteur, je dis, moi, je ne soigne personne. Moi, quand je tombe malade, je vais voir un médecin aussi. Alors, on va commencer par définir l'innovation territoriale et je vais partir sur une définition qui est plutôt logique. Elle ne sera ni académique, ni scientifique, ni quoi que ce soit. Une innovation territoriale, ça va être, en fait, c'est une approche en fait, qui va intégrer quelque chose de nouveau sur le territoire. Alors, quand je dis quelque chose de nouveau, ce n'est pas restrictif, c'est-à-dire qu'on peut partir sur un service ou d'un produit qui existe déjà, on l'améliore, il va devenir un petit peu nouveau. Donc, c'est quelque chose de nouvel qu'on va introduire dans le territoire. Ça peut être, comme j'ai dit, un service, un produit, une façon de travailler, une nouvelle organisation. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que surtout l'objectif, c'est de transformer ce territoire de manière positive et durable. Positive parce que forcément, on ne va pas innover pour compliquer les choses. On va innover pour faciliter soit le bien-être, améliorer le bien-être de la population, soit les services proposés par le territoire. Bref, on est dans une optique de transformation positive. Et aussi durablement. La transformation doit être durable. On ne met pas en place quelque chose de nouveau qui va durer que quelques mois. Il faut toujours avoir une vision à long terme, tout simplement parce qu'une innovation territoriale peut aussi coûter cher. On peut avoir des innovations qui ne coûtent pas cher avec un peu de chance, parce qu'on a ce qu'on appelle la fameuse open innovation, innovation frugale, bon, les gens passent, les termes sont, il y en a beaucoup, mais innovation peut aussi coûter très cher et qui nécessite des investissements lourds. Donc forcément, il faut penser à la durabilité de la chose. Alors cette transformation peut être économique, peut être sociale, peut être technologique, et peut être aussi politique. Parce que c'est vrai qu'on ne pense pas souvent aussi à l'innovation territoriale au niveau politique. Alors pour faire tout ça, il faut être organisé, il faut un écosystème, il faut une approche. Moi, je pars du principe que pour mettre en place une innovation territoriale, il faut prendre en considération 3 éléments principaux. Ça, c'est mon avis. Il faut prendre l'économie, le digital et le bien-être de la population.
en combinant ces trois, en fait, alors quand je dis économie, l'économie au sens large, hein, ce n'est pas uniquement les finances, l'économie environnementale, tout ce qui peut être lié et tout ce qui peut permettre un développement positif du territoire. J'insiste, vous remarquerez que j'utilise beaucoup le terme territoire, parce qu'une innovation territoriale est ancrée dans le territoire. Je veux dire, on ne fait pas l'innovation. C'est vrai qu'un territoire fait partie d'un pays, effectivement, je veux dire, c'est indissociable. Un territoire qui se développe, vous savez, développera forcément et indirectement le pays. Mais il faut qu'il y ait cet ancrage territorial, parce que chaque territoire est à part. Je veux dire, nous n'avons pas exactement les mêmes, si vous voulez, forces. Si on peut parler des fameuses forces, faiblesses et opportunités, ce n'est pas forcément les mêmes forces, faiblesses et opportunités dans les territoires. Et c'est ça ce qui est important, parce que quand on dit territoire, ça ne veut pas dire qu'il y a des frontières. On peut trouver aussi 2 ou 3 territoires qui s'unissent pour développer quelque chose, parce qu'ils ont trouvé une opportunité. Donc, c'est vrai qu'on parle d'intelligence territoriale, mais il faut toujours avoir en tête que nous avons une approche, il faut avoir une approche horizontale et non pas verticale. C'est-à-dire que je ne suis pas un territoire, qu'est-ce que j'ai comme force, qu'est-ce que j'ai comme faiblesse, c'est quoi mes moyens, c'est quoi mes ressources, et je développe ce dont j'ai besoin, point. Non, il faut avoir une double vision. Une vision locale, certes, mais une vision interrégionale et voire nationale. Parce que ce que je peux faire peut servir à l'autre. Et donc, nous rentrons dans une sorte d'intelligence collective. Alors, au niveau des écosystèmes, parce qu'il faut mettre un écosystème, il y a trois piliers, on va dire, principaux. Vous remarquerez que je masque par trois. Donc, vous avez les acteurs, et ces acteurs sont publics et privés. La population fait partie des acteurs. Alors, attention, j'insiste aussi sur les acteurs, il ne faut pas non plus partir du principe que l'innovation territoriale, c'est l'État. Non, l'État est un acteur, mais ce n'est pas forcément l'État. Il ne faut pas se dire c'est l'État qui doit faire, parce que si on part de ce principe, c'est-à-dire qu'on est dans une approche verticale et non pas horizontale. L'État est un acteur majeur, certes, mais la population est un acteur, les universités sont un acteur, la région en elle-même est un acteur, la mairie est un acteur, tout, en fait, tout le monde, tous ces acteurs font un tout pour développer l'innovation territoriale. Donc, j'ai parlé des acteurs. Vous avez, à côté des acteurs, vous avez aussi ce qui est, comme on dit, le nerf de la guerre, les ressources. Mais les nerfs de la guerre, ce n'est pas que l'argent, c'est les ressources humaines aussi. Si je n'ai pas les compétences humaines dans la région, ça ne veut pas dire que je ne vais pas innover. Parfois, il faut former, parfois, il faut juste accompagner. Et parfois, vous savez, certaines compétences humaines partent et quittent la région. Nous avions les compétences humaines pour faire cette innovation, mais ils ont quitté parce qu'ils ont trouvé d'autres opportunités ailleurs. Et donc aussi, le système doit garder, si je peux me permettre, parce qu'on parle souvent de fuite de cerveau entre pays, mais vous avez aussi une fuite de cerveau entre régions. Hein. Ils n'ont pas besoin d'aller dans un autre pays, même les régions, parfois, prennent les cerveaux et les talents des autres régions. Donc, de les ressources, nous avons donc les ressources humaines, les ressources financières et techniques, mais cela inclut aussi l'infrastructure et les ressources naturelles. Alors, certaines régions ont des ressources naturelles, mais d'autres n'en ont pas. Je vous donne un exemple aussi de ressources naturelles, mais qui est plutôt mal utilisé. Parce qu'il ne faut pas dépendre, il ne faut pas être non plus mono-développement durable. C'est-à-dire, si vous avez une région qui a des mines, vous savez, à un certain moment, après la Deuxième Guerre mondiale, les mines rapportaient beaucoup d'argent. Hein. Et dans plein de pays. Hein. Ce n'est pas que la Tunisie, le Maroc, la France. Il y a plein de pays qui sont axés sur ça. Mais une fois que les mines étaient fermées, boum, la région ne se développait plus parce qu'on ne prenait en considération que cette ressource naturelle. Alors qu'une région ne peut pas dépendre que de ressources naturelles. Il y a plein de ressources, notamment humaines, sur lesquelles il doit dépendre. Donc, les acteurs, les ressources, et enfin, et ça, c'est peut-être l'un des points les plus importants, un environnement favorable, un environnement qui va favoriser cette innovation territoriale. Cet environnement, ça va être tout ce qui va impacter l'écosystème, c'est-à-dire les réglementations, des lois, la nature du marché local, parce qu'on développe parfois des innovations, on développe des innovations qui vont être utilisées sur le territoire. Et aussi la culture. Vous savez, la culture est un point très important lorsqu'on veut développer l'innovation territoriale. Et j'irai au-delà.
le plus gros problème, le plus gros frein, vous savez, de l'innovation en général et non pas uniquement l'innovation territoriale, c'est la culture de l'échec. En fait, nous, il faut apprendre à, et vous allez peut-être sourire quand je vais dire ça, à célébrer l'échec. Parce que on ne peut pas gagner tout le temps. Et dans nos cultures francophones, je ne parle pas des cultures maghrébines, je dis en général, la culture francophone n'accepte pas l'échec. C'est-à-dire qu'un entrepreneur, s'il se lance dans un projet et qu'il échoue, on ne va pas dire il a essayé, on va dire il a échoué. Alors que la majorité des entrepreneurs qui ont réussi ont commencé par un échec, voire plusieurs échecs. Et c'est ça qui nous permet d'apprendre. Et je pense que l'un des piliers de justement de la gouvernance de cette innovation territoriale, c'est apprendre à échouer et apprendre aux entrepreneurs à échouer et à accepter. Il faut célébrer leur échec, mais bien sûr, pour avancer. On ne célèbre pas l'échec juste pour célébrer l'échec d'après et encore célébrer l'échec d'après. À un moment ou à l'autre, il faut bien avancer positivement. Alors, on parle beaucoup des entrepreneurs, mais on oublie souvent aussi les intrapreneurs. Vous savez, ceux qui travaillent, qui sont déjà dans une entreprise et qui souhaitent eux aussi innover. Une entreprise a aussi un ancrage territorial. Et d'ailleurs, vous allez remarquer que dans plusieurs régions, dans beaucoup de régions, surtout les régions qui ont la chance d'avoir de grosses structures, de grosses entreprises, l'entreprise peut être un mécène, elle va insuffler aussi cette innovation territoriale parce qu'elle aussi, elle a intérêt à ce qui est d'innovation territoriale parce qu'elle est ancrée dans ce territoire. Et je vous donne un exemple, et je vais arrêter sur ça. C'est un exemple au Maroc. Au Maroc, vous avez une région qui s'appelle Bengueli. Bengueli, en fait, voilà, je vous dis Bengueli, il n'y a personne ici qui va se dire. Au Maroc, vous allez connaître Marrakech, Casablanca, Fès, Rabat, Agadir, mais Bengueli, c'est quoi ce nom bizarre? Effectivement, Bengueli n'est pas très connu, même au Maroc d'ailleurs. Elle n'est connue que par l'exploitation du phosphate, parce que l'OCP, une grande entreprise marocaine, est installée là-bas. Donc, à part le phosphate, il n'y a rien à Bengueli. Ce n'est pas une destination que vous allez trouver sur Lonely Planet ou sur le routard. Mais à Bengueli, on a décidé de construire un campus universitaire, qui s'appelle l'Université Mohamed VI Polytechnique, dédié au fait à l'innovation générale, non seulement l'innovation territoriale, mais à l'innovation générale et qui regroupe des étudiants qui viennent de non seulement plusieurs villes, mais aussi de plusieurs pays africains. Ça a été insufflé aussi grâce à l'aide de l'OCP qui est installée là-bas. Mais pourquoi? Vous savez, le phosphate, un jour ou l'autre, il va s'arrêter, comme le pétrole, comme tout ce qui est fossile. Donc demain, qu'est-ce qu'on fait demain? Lorsqu'il n'y aura plus de ressources naturelles. Donc à Bengueli, vous avez ici une partie solaire. On commence à développer l'énergie solaire. En fait, l'idée, c'est vraiment de se diriger vers une ville verte. En fait, la ville verte, c'est la nouvelle ville qui est, on va dire, à 50 km du chef-lieu. Et donc, dans ce campus, il y a un peu de tout. On va trouver de l'open innovation, on va trouver les fameux Fab Labs, vous avez la liste est longue, vous avez des technopoles, mais ce n'est pas le nom, en fait, c'est pas le nom le plus important. C'est l'approche. Est-ce qu'on veut faire une approche très spécifique ou alors une innovation large? Est-ce qu'on va être très sélectif ou ouvert à tous? C'est ça. C'est aussi ce choix qui va déterminer comment tout cela va évoluer. Et juste pour terminer, vous m'avez posé la question de gouvernance d'innovation territoriale, mais moi je vous dirais, il faut déjà avoir une gouvernance sur le territoire avant de parler d'innovation territoriale. Si on n'a pas déjà cette gouvernance qui inclut au fait tous les acteurs, rappelez-vous, les acteurs, c'est tout, ce n'est pas que l'État, mais c'est le tout. Parce que souvent, on limite l'intelligence territoriale à l'État et aux universités. Alors que ce n'est pas que ça. Si on n'a pas de vrais utilisateurs, tout ce qu'on fait, c'est pour des utilisateurs, des clients. Il faut considérer que la population comme un client, justement pour réfléchir en tant que client. Qui va tester ce qu'on va faire? Il faut avoir de vrais testeurs et un vrai retour d'analyse des données. Il ne faut pas tricher aussi sur les analyses des données parce que ça ne nous arrange pas. Si ça n'a pas fonctionné, il faut le dire. Il faut surtout savoir pourquoi ça n'a pas fonctionné et comment faire pour que cela fonctionne. Voilà mon introduction un peu. Merci Mounir, merci beaucoup. Merci donc Bengueli, c'est peut-être le mini Silicon Valley du Maroc, apparemment. Tout à fait. Enfin, c'est ce qu'on espère. C'est la vision. Voilà. On essaiera de prendre un peu plus d'informations
sur cet exemple. Madame Isabelle Boudinot, donc vous êtes la vice-présidente en charge de l'Europe et de l'international au sein de la région Nouvelle-Aquitaine. Avec vous aussi, je vais rentrer très vite dans le vif du sujet. Quelles sont, selon vous, les clés de la réussite d'une politique locale d'innovation? Et si vous pouvez aussi nous parler, par l'expérience de la Nouvelle-Aquitaine, comment les autorités publiques peuvent-elles espérer pouvoir peser sur l'évolution économique de leur région? Bien, bah écoutez, c'est assez facile de prendre la parole après Mounir Ajdi, puisqu'il a balayé la plupart des éléments essentiels pour la réussite d'une politique d'innovation. Et puis, en plus, je ne suis pas une spécialiste, puisque vous l'avez dit, je suis vice-présidente à l'Europe et à l'international, donc je me limiterai à quelques considérations un peu générales. D'abord, vous rappelez qu'en France, les régions ont été désignées chefs de file de tout ce qui est développement économique et qu'il y a une véritable cohérence dans les compétences qu'exercent les régions. Par exemple, dans le cursus d'un jeune, depuis le lycée, donc on a les lycées professionnels, lycées techniques, jusqu'à après la formation professionnelle, la formation initiale, l'apprentissage. On s'occupe également, même si c'était au départ pas du tout dans nos cœurs de compétences, mais de favoriser l'université et son travail, ses passerelles qu'elles peuvent avoir avec tout ce qui est recherche. Donc, l'université est évidemment un élément fondateur d'un cluster et de tout cet passage de réflexion, d'aide à l'innovation. Et puis évidemment, on s'occupe du développement économique et avec une partie maintenant qui est de planification en quelque sorte, donc avec tout un panel de feuilles de route stratégiques, d'aide aux startups, de feuilles de route aussi sur l'université. Donc on est vraiment le niveau qui essaie de créer des écosystèmes locaux, de les appuyer, de les faire émerger, avec des systèmes financiers aussi à l'appui, avec l'aide des fonds européens. On peut saluer le rôle de l'Europe là sur cette initiative que vous avez, mais également nous dans les régions françaises, et ça a été un élément de décentralisation important, c'est la gestion par les régions des fonds européens. Et évidemment, l'Europe, dans ses fonds européens, met beaucoup en avant toutes les questions de compétitivité, de recherche. Et donc, on a tout cet apport financier, et notamment en subvention, des fonds européens. Donc, vous voyez, on a cette culture. Alors, la France n'a vraiment pas une culture de décentralisation très poussée. Les régions françaises ont des moyens absolument minuscules par rapport aux lenders allemands. Et notre rêve est de devenir des lenders allemands, puisque eux ont vraiment des budgets qui sont 10 fois les nôtres. L'Espagne également, enfin la plupart des pays fédéraux ont des régions qui, elles, ont des moyens assez extraordinaires et qui permettent d'appuyer les écosystèmes locaux de façon plus massive. Bon, on se débrouille avec ce qu'on a et on a la chance d'avoir un président qui est très attentif à l'innovation. Donc, on est depuis le début sur ces questions d'émergence des talents locaux et de co-construction des politiques publiques. L'innovation, elle est aussi dans la gouvernance et l'élaboration de politiques publiques. Donc, on est vraiment dans la co-construction des acteurs locaux, qu'ils soient associatifs, qu'ils soient universitaires, je l'ai dit, le type de PME qu'on peut avoir sur un territoire, les filières qui existent. Donc vraiment, cette idée de co-construction qui s'appuie sur une spécificité territoriale, elle est très importante. Il faut, de la part d'un État, apprendre à déléguer des compétences et apprendre à faire confiance. Parce que si vraiment on veut être innovant, il faut absolument s'appuyer sur un écosystème local. Ils ont tous leurs spécificités. Je peux vous dire, la Nouvelle-Aquitaine, c'est une superficie qui fait la moitié de la Tunisie. On a évidemment des territoires qui ont chacun leur typologie géographique et on a des agglomérations qui n'ont pas du tout les mêmes façons les mêmes cultures, on pourrait dire, les mêmes cultures industrielles. Donc, c'est
vraiment, la base, c'est de s'appuyer, de faire confiance à un écosystème local. Donc voilà, il y a une innovation organisationnelle, de méthodologie à mettre en place. Même si on fait des grands schémas de développement, derrière ces schémas doivent laisser la place aux initiatives locales. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire. Et je pense que quel que soit le domaine sur lequel on travaille, il n'y a pas que le high-tech, les nouvelles technologies. Par exemple, l'agroalimentaire est vraiment un domaine dans lequel l'innovation est primordiale. Et évidemment, l'agroalimentaire s'appuie sur un système agricole qui est l'illustration même d'un contexte local particulier et de richesse, de potentiel local particulier. Donc, vraiment, de ma part, un encouragement fort à faire confiance aux acteurs locaux, à les laisser s'installer dans un réseau, à les laisser co-construire ensemble des stratégies locales. C'était mon premier mot. Merci Madame Bodino, merci beaucoup. Et c'était très intéressant de voir voilà, cette expérience un peu plus de la région. On va en parler un peu plus, on va essayer de regarder ça. Et puis, on va parler un peu plus de la Tunisie maintenant avec Sir Raïs Mejdi, donc directeur général de l'innovation et du développement technologique au sein du ministère de l'Industrie, de l'Énergie et des Mines. Vous avez changé de nom il n'y a pas très longtemps. Pouvez-vous donc, Sir Raïs, nous donner un petit aperçu, un état des lieux de l'innovation territoriale en Tunisie? Et si vous pouvez nous donner votre avis sur les obstacles, les barrières et solutions pour la réussite d'une politique régionale de promotion de l'innovation en Tunisie. C'est Raïs. Merci beaucoup. En fait, Simonir et Isabelle, ils ont déjà présenté le cadrage général d'une politique d'innovation territoriale. Et je dirais encore plus que pour encore appuyer leurs idées, c'est que faire développer un territoire, faire développer un pays, c'est quelque chose de complexe et difficile et à long terme. Donc, il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup d'intervenants et beaucoup de dynamiques et interactions à mettre en place que rend la mission de développement une mission très compliquée. Pour développer un territoire, il faut d'abord identifier d'une façon collaborative, concertée, presque autonome, quelles sont les singularités de ce territoire, quels sont le potentiel de ce territoire et comment mobiliser toutes les ressources disponibles à l'intérieur de ce territoire ou éventuellement en captant d'autres ressources à l'extérieur pour développer quelque chose de positif et durable et dans le respect des objectifs de développement durable pour les générations actuelles et les générations futures. Valoriser le potentiel dans la singularité, c'est vrai, mais également dans la complémentarité. Et c'est également là la complexité parce qu'il faut coordonner entre plusieurs politiques, des politiques centrales et régionales, des politiques sectorielles et transversales, et gérer toutes les interactions conflictuelles parfois entre les différents intervenants. Donc, la mission d'une développement territorial d'innovation ou développement d'une politique d'innovation territoriale est une mission plus ou moins compliquée et difficile à mener. La Tunisie, depuis les années 2000 et la majorité des pays à l'international, ils ont trouvé la meilleure façon de faire une dynamique d'innovation dans un territoire, c'est de développer ce qu'on appelle les technopoles et les pôles de compétitivité. Et donc, à l'image de ce qui a été fait, par exemple, aux États-Unis, au Silicon Valley, où ils ont constaté que ramener l'université, ramener l'entreprise, ramener les autorités, ramener tous les acteurs dans une logique de proximité, dans un seul territoire, confiné quelque part, ça permet de développer cette interaction, cette dynamique entre les acteurs, cette complémentarité qui permettrait éventuellement de créer de la créativité, de la richesse. Donc, et la majorité des pays, ils ont développé des pôles des technopoles, puis ils ont développé d'autres dynamiques beaucoup plus intéressantes, des pôles de compétitivité, etc.
Et la Tunisie, depuis les années 2000, elle a commencé à développer des technopoles. On est actuellement à 10 technopoles, technopoles presque dans la majorité des gouvernorats, surtout le territoire tunisien. Nous avons à Ben Arous, Bourg Sedreya, à Al-Ghazel, à Ariana, un pôle spécialisé dans le numérique et dans le digital, un pôle à Bizerte sur l'agroalimentaire, un pôle à Sousse sur les mécatroniques, tout ce qui est électronique, mécanique et informatique, un pôle à Sfax, tout ce qui est numérique et santé, un pôle à Monastir sur tout ce qui est textile. Donc, on a eu plusieurs pôles, technopoles, et qui sont chacun spécialisés dans ce qu'on considère dans la région quelque chose de potentiel, de singulier dans ce territoire pour le développer davantage et pour mobiliser, comme l'a dit Simounir tout à l'heure, pour mobiliser l'ensemble des acteurs qui n'est surtout pas l'entreprise toute seule, l'ensemble des acteurs, y compris les autorités locales et également l'environnement des structures d'appui de l'État. Donc, les technopoles, généralement, quand on parle des technopoles en Tunisie, on a quelque part une évaluation plus ou moins mitigée. Mitigée, pourquoi? Certains considèrent que ces technopoles, cette expérience tunisienne n'a pas réussi à donner des résultats satisfaisants. Oublions par là que les technopoles, c'est un investissement à long terme. Il ne faut pas miser sur un technopole pour donner des géants ou des leaders, des entreprises leaders dans le territoire à l'aube d'une dizaine d'années. En fait, le technopole, il réunit les universités, les entreprises, les acteurs, etc. Mais ce n'est pas uniquement une infrastructure dans laquelle on met tous ces acteurs en place, mais il y a une dynamique, il y a un cœur qui bat, des interactions, il y a des neurones qui agissent à l'intérieur de ce territoire, de ce technopole, qu'il faut le mettre en place. Et c'est là où c'est difficile, parce que le territoire, il est déjà dans une logique compétitivité à l'intérieur du territoire lui-même, mais une compétitivité à l'échelle du pays et à l'international. Donc, arriver à créer cette dynamique, c'est toute la difficulté des technopoles. Sur une vingtaine d'années, par l'expérience tunisienne, on trouve des technopoles qui n'ont pas vraiment réussi à émerger et à donner vraiment des entreprises ou une dynamique entre les acteurs qui permet de générer de l'innovation, comme l'on trouve également des technopoles qui ont réussi à le faire. Donc, je cite, on vient d'avoir hier et aujourd'hui le Tunisia Digital Summit. On voit par exemple quelques entreprises qui ont pu dans le technopole de Sousse, par exemple, à faire émerger des entreprises de classe continentale, à l'instar de Enova Robotics, soit Compass, ou Instadip, ou d'autres entreprises qui ont la capacité à créer de la valeur ajoutée, créer de la propriété intellectuelle tunisienne et qui est capable de s'exporter. Le technopole, par exemple, mécatronique de Sousse, qui englobe presque la majorité des entreprises travaillant dans le secteur mécatronique, il représente 35% de l'exportation tunisienne. Donc, c'est un technopole qui a réussi à développer tout un écosystème qui est capable d'interagir et de développer un produit capable de s'exporter. Nous avons, depuis quelques années, ces dernières années, pour améliorer les interactions et les dynamiques entre les acteurs, on a poussé vers la création de clusters. Il y en a une dizaine de clusters en Tunisie sur des thématiques bien différentes, aussi bien la mécatronique, le digital, l'huile d'olive, puisque la Tunisie s'est développée, elle a un avantage comparatif dans le domaine de l'agroalimentaire et notamment l'huile d'olive. Donc, on a essayé à travers ces dynamiques-là avec les clusters de pousser pour le développement. Au-delà de la dynamique de technopole et des clusters et de la chaîne de valeur et la valorisation des chaînes de valeur, l'État, le gouvernement table également depuis
depuis les années 2017 maintenant, et même dans le code d'incitation à l'investissement, à travers l'API et la TIA, a donné également des avantages comparatifs, des encouragements financiers et fiscaux à l'intérieur de territoires pour développer certains territoires. Il y a des délégations qui sont considérées des zones de développement régionaux, des zones de développement régional prioritaires et pour lesquelles l'État pousse les acteurs à développer encore davantage ces territoires. Mais, comme l'a dit tout à l'heure Simonir, ce n'est pas aussi évident de pousser des entreprises à se développer dans un territoire bien déterminé parce que il y a d'autres éléments. Il y a même l'élément culturel. Partir, par exemple, faire partir, s'implanter dans une région dans laquelle il n'y a pas l'infrastructure de la santé, l'infrastructure de l'éducation, l'infrastructure culturelle, l'environnement adéquat pour bien vivre la famille, le logement, etc. Tout cela compte pour développer le territoire. Donc, c'est une dynamique qui a plusieurs composantes. Et je voudrais juste finir par une dernière idée, c'est pour dire que il n'existe pas en Tunisie, à l'image de ce qui a été développé, par exemple, depuis 2014 à l'échelle de l'Union européenne, ce qu'on appelle les stratégies, la stratégie 3S, Smart Specialization Strategies. Donc, une idée qui a été développée ces derniers temps par les Suisses et qui a été adoptée par l'Union européenne et qui vise à mener une stratégie cohérente, globale, pour développer des territoires. En Tunisie, nous avons beaucoup plus une stratégie nationale pour l'innovation, des stratégies sectorielles, mais le côté gouvernance, tout à l'heure on parlait de gouvernance territoriale, donc mener des stratégies territoriales d'innovation, ça manque en Tunisie et c'est pour cela qu'il faut pousser pour donner plus de visibilité, d'autonomie pour les territoires, pour développer des stratégies cohérentes à l'intérieur des territoires avec leurs ressources propres, avec leur pouvoir d'autodécision, leur pouvoir local, à l'image de ce qui se passe dans le cadre des expériences internationales. Merci Sétraïs. Oui, c'est très intéressant d'avoir un peu cette comparaison avec ce qui se passe chez nos voisins et donc voir un peu comment ça se passe en Tunisie. Et donc, ça peut être un peu un des obstacles en Tunisie. Merci Sétraïs encore une fois. Je vais passer à Monsieur Marc Augustin. Donc, vous travaillez avec Bordeaux Techno West, Technopole Nouvelle-Aquitaine. Vous dirigez aussi le programme Sirena Startup, qui est un programme d'accélération internationale pour les startups situées dans la région Nouvelle-Aquitaine, et vous accompagnez aussi la mise en place d'écosystèmes d'innovation. Donc, une première question, Marc, que j'aimerais vous poser, me semble essentielle pour continuer un peu notre conversation. Pourquoi parle-t-on de compétitivité à l'échelle régionale? Donc, ce terme de compétitivité à l'échelle régionale, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Et une deuxième question, juste pour comme ça, je vous laisse continuer et je ne vous prépare. Quels seraient les potentiels et bénéfices d'une telle approche ou d'une approche d'innovation territoriale aussi pour la relance économique en Tunisie et comment on peut mobiliser efficacement un écosystème pour l'innovation? J'ai que 5 minutes pour un exercice où j'aurai 3 heures pour répondre à ça. Mais heureusement, j'ai eu… Vous aimez les challenges. Il y a Mounir qui a bien introduit la question, donc tout le monde derrière a complété. Non, pour répondre à cette question très complexe, moi, je reprends un petit peu d'abord le terme de compétitivité. Et en réalité, qu'est-ce qu'on cherche à faire quand on veut être compétitif? C'est un peu ce que c'est comme ça que j'accompagne les entrepreneurs quand je suis avec eux, les innovateurs notamment. La compétitivité, c'est d'être différenciant. D'accord, c'est à un moment donné d'avoir un élément différenciant, mais avant tout qui répond à un problème, et qu'au final, tout ça, ça nous permet d'avoir un gain économique.
Voilà. Alors, cette transposition, je peux la faire à l'échelle d'une région qui va chercher à avoir cette compétitivité sur son territoire pour faire émerger les emplois de demain, l'économie de demain, le bien-être, on en a parlé tout à l'heure, de ses habitants. Donc, pour cela, la magie, il n'y en a pas. Il faut beaucoup de rigueur, il faut beaucoup de cohérence dans un déploiement d'une stratégie d'innovation. Et au sein de la Nouvelle-Aquitaine, de la région dans laquelle nous sommes situés, on a eu justement cette stratégie, cette cohérence qui a été mise en place maintenant depuis quelques années. 4 années, les 6 dernières années ont fait l'objet plutôt d'une vraie réorganisation, d'autant plus qu'il y a eu une reconfiguration de la région. Donc, cette stratégie a clairement identifié les rôles respectifs de chacun, les périmètres de responsabilité. Et en tout cas, la région a pris un parti pour dire on va l'organiser de cette façon-là et on va miser sur ces responsabilités-là qui seront données aux technopoles, d'autres aux clusters, d'autres à des agences de développement et d'innovation. Et ces périmètres de responsabilité sont clairement définis. À partir de là, comme les entrepreneurs le disent régulièrement, on a besoin d'un cadre défini pour savoir comment on agit. Et aujourd'hui, ce cadre est posé. Donc, à partir de là, pour nous, structure Bordeaux Techno-Ouest d'accompagnement, c'est relativement aisé de se situer et de reprendre cela et de se le transformer pour une approche opérationnelle de proximité et de terrain. C'est la deuxième clé, je dirais, dans l'innovation territoriale, c'est qu'elle doit se faire avec la proximité du terrain, avec la proximité, la réalité de l'économie territoriale à l'échelle d'une ville, à l'échelle d'une métropole, d'une agglomération. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, il y a toutes ces spécificités d'histoire, de ressources, de compétences, d'aspiration aussi des gens, la démographie changeante, les pensées communes, la mondialisation changeante, ça donne des nouvelles orientations. Aujourd'hui, avec le Covid, on voit bien émerger de nouvelles aspirations plus responsables, plus écologiques. La santé devient un point important. La résilience est un élément supplémentaire. Ce ne sont pas forcément des points dont on en a parlé il y a quelques années, mais on n'en a jamais vraiment fait des actions concrètes. Et bien là, forcément, on va évoluer. Alors, dans comme je vais faire comme Mounir, je vais parler en 3. Le troisième point, c'est d'agréger un écosystème. Donc, à l'échelle de notre responsabilité territoriale, maintenant qu'on sait tout le monde qui fait quoi, eh bien, il y a des interactions dans cet écosystème. C'est en capacité d'exploiter au maximum les interactions avec le public, les structures publiques de soutien qui peuvent apporter effectivement des financements directement aux entreprises ou à des structures qui accompagnent l'innovation, mais aussi mettre en place un environnement favorable à l'émergence des entreprises. Moi, je prends des exemples. On a aujourd'hui des difficultés de circulation autour de la métropole de Bordeaux parce qu'on a une intensité économique très forte. Et ça pose des problèmes. On a du mal aujourd'hui à avoir des jeunes qui se voient prendre une voiture et être dans un bouchon pendant une heure et demie avant d'aller au travail. Donc, il faut accompagner aussi par de l'infrastructure et par tout ce qui concourt à favoriser l'émergence de l'économie territoriale. Et à part les partenaires publics, eh bien, il y a les partenaires privés. Et ces partenaires privés, c'est les entreprises existantes, parce qu'on oublie souvent, on veut se faire toujours de l'innovation avec des startups, c'est-à-dire des nouvelles entreprises. Mais les entreprises existantes, elles existent. Et elles sont beaucoup plus innovantes qu'on ne le croit. Et il y a beaucoup de pépites à l'intérieur de ces entreprises. Et elles sont petites, mais elles sont aussi des grands groupes. Et tout à l'heure, Yvon, qui est un de nos partenaires, qui est un des grands groupes mondiaux Airbus, s'implique dans notre action territoriale, mais au plus bas niveau, alors que c'est une entreprise à l'échelle mondiale. Et c'est ça qui est assez incroyable et c'est ça qui marche. Parce que derrière, on a les capacités de faire des collaborations croisées dans des startups de notre écosystème avec ce grand groupe, mais aussi, et plus généralement, on lui permet aussi à ce grand groupe d'avoir des ancrages territoriaux sur des petits territoires
qui ne sont pas forcément ceux qu'on avait imaginés. Et on a un exemple ensemble sur une ville qui s'appelle Jonzac, où grâce à notre collaboration, on a pu faire quelque chose dans une petite ville, finalement, à l'échelle nationale. Donc, le maillage, les différentes spécificités territoriales et la volonté politique, la stratégie clairement définie sont des éléments clés dans le succès de notre action. Voilà. Merci beaucoup, merci pour ces éclaircissements. Je vais passer maintenant à Sikamel Woulfali. Donc, vous êtes le directeur général adjoint de l'API, l'Agence pour la promotion de l'industrie et de l'innovation, avec qui donc nous collaborons sur un projet de mise en place d'un écosystème local d'innovation sur le gouvernorat de Nabeul. Et Sikamel, je voudrais juste avoir votre avis sur donc, le pourquoi et le comment peut-on mettre la start-up, donc Marc en a parlé un petit peu, mais comment on peut mettre la start-up et l'entreprise innovante tunisienne au cœur du processus d'innovation territoriale? Merci Simezen. Donc, mon intervention va aussi se passer en 3 temps. Donc, je vais parler tout d'abord de l'entreprise, de la réalité de l'entreprise. Donc, notre vision, c'est que la relation étroite entre l'entreprise et l'innovation, en effet, l'innovation permet à l'entreprise donc de saisir des nouvelles opportunités de marché, principaux domaines d'activité sur lesquels elle opère. Toujours dans la logique de l'entreprise, c'est le développement continu. Donc, l'entreprise, à travers l'innovation, elle peut développer des avantages compétitifs et pour mieux valoriser donc, son savoir-faire et aussi pour changer de méthode de travail grâce à l'innovation. Il est évident que l'entreprise doit être au cœur de toute stratégie d'innovation et que la stratégie doit tenir compte donc, des spécificités de l'entreprise, des besoins de l'entreprise et des perspectives de son développement. Pour la collaboration entreprise et start-up, donc toutes les entreprises cherchent aujourd'hui donc le leadership. Donc, dans un monde en pleine mutation, avec l'introduction des nouvelles technologies, la digitalisation, ce leadership peut être mis en cause et pour garantir ce leadership, les entreprises doivent impérativement se trouver dans une logique de développement en s'appuyant sur un écosystème de start-up qui sont plus dynamiques et plus flexibles et qui peuvent donc aider l'entreprise à se développer dans un laps de temps différent. Donc, cette collaboration n'a pas uniquement un objectif d'identifier de nouvelles idées, mais aussi à rechercher des transformations permettant de créer de la valeur. L'écosystème startup en Tunisie connaît une dynamique, donc un dynamisme important ces dernières années. Les grands groupes prennent de plus en plus conscience de la nécessité de faire évoluer ce process. Donc, de faire évoluer leur processus et mode d'innovation en s'appuyant sur les capacités. Ceci donc donne 2 avantages. Au niveau des startups qui sont fragiles durant les premières années de leur existence, ils peuvent donc saisir l'occasion d'avoir des appuis des grands groupes. Aussi, donc, le grand groupe apporte à la startup visibilité et aussi une aide pour la communication et le marketing. Pour les grands groupes, donc l'intérêt est évident, donc c'est développer. Kamel, votre micro a été coupé. Donc, je reprends. Donc, pour les startups, donc, l'avantage, il est clair. Donc, elles ont plus de visibilité, plus de communication. Ils peuvent bénéficier donc de l'appui des grands groupes pour être plus visibles, donc même à l'international. Pour les grands groupes, donc, le fait de s'appuyer sur l'écosystème, mais de s'inspirer, d'avoir des nouvelles méthodes organisationnelles et d'avoir plus de flexibilité et de gagner plus de temps dans le développement de leur activité.
Donc, le troisième point sur lequel je voulais intervenir, c'est le projet pilote de mise en œuvre d'un écosystème local d'innovation dans la région de Nabeul. Donc, avec l'appui du projet Innovi, donc l'API a entrepris donc un projet pilote pour justement travailler sur cet aspect d'innovation locale en tenant compte des spécificités des pratiques qui existent au niveau des régions. Le choix a été fixé pour la région de Nabeul. La région de Nabeul est une région agricole avec un potentiel important. Et vous savez qu'après la crise Covid, donc l'agriculture, tout ce qui est agricole et industrie agroalimentaire est donc parmi les priorités nationales de tous les pays et particulièrement de la Tunisie. Donc, la région de Nabeul présente également un tissu industriel diversifié avec 597 entreprises donc de tous les secteurs. On trouve le secteur agricole, le secteur agroalimentaire, le secteur électronique et mécanique. Nous avons aussi une région qui comporte donc une technopole, la technopole de Borsedri, avec 4 centres de recherche, des établissements universitaires. Et dans notre vision, nous allons essayer de faire cette collaboration et de jouer le rôle de facilitateur en tant qu'institution publique pour tous les acteurs intervenant dans l'écosystème d'innovation. Donc, nous allons bénéficier de l'appui de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, nos partenaires dans l'action, donc à travers le projet Innovi, ça sera donc la région Nouvelle-Aquitaine, les technopoles de la région Tech, qui ont des expériences réussies dans tout ce qui est collaboration et de mise en œuvre de systèmes d'innovation locale. Donc, nous allons prendre un peu les bonnes pratiques et essayer d'éviter tout ce qui est à ne pas faire pour réussir donc cette expérience pilote. Donc, ça sera une expérience pour la région de Nabeul qui peut être adaptée à d'autres régions en espérant donc qu'elles réussissent dans les 2 années à venir. Juste pour ajouter une remarque pour la collaboration Startup Grand Groupe. Donc, ce que nous avons constaté, c'est qu'il y a 3 problématiques essentielles dans cette collaboration. La première, c'est que les entreprises ne se connaissent pas. C'est-à-dire les entreprises, les grands groupes ne connaissent pas les startups. Et les startups, donc, dans leur manière de faire, ne sont pas n'ont pas une approche pour pouvoir contacter, pour pouvoir inviter les grands groupes à travailler. Donc, nous avons essayé au niveau de l'API de jouer le rôle de facilitateur à travers des actions qu'on a organisées, que ce soit dans les régions ou à Tunis, pour essayer de faire connaissance, de faire connaître les potentialités des startups, les besoins des entreprises, des grands groupes, pour les donner donc aux startups qui peuvent travailler et mettre en relation ces deux acteurs. Deuxièmement, donc, généralement, dans la plupart des cas qu'on a rencontrés, c'est que les grands groupes ne connaissent pas exactement leurs besoins, n'identifient pas clairement leurs besoins, ce qui rend un petit peu donc, la démarche et la collaboration entre les startups et les grands groupes un peu donc au départ, elles ne démarrent pas dans de bonnes conditions. Et puis donc l'introduction de la dans le grand groupe avec ces différents départements, et puis elle aura plusieurs visions, c'est-à-dire plusieurs visions des besoins des différents départements, et comme ça donc elle peut être éparpillée entre les différents besoins. Et merci. Merci Sikamel, et merci beaucoup, surtout sur votre dernier point, parce que vous avez fait mon introduction pour la suite, donc c'est une très très bonne transition. Merci beaucoup encore une fois. Donc je vais tout de suite passer à Monsieur Yvon Gomer. Vous êtes le délégué régional Nouvelle-Aquitaine de RDG Développement, et donc de ce que a dit un peu Marc et de ce que vient de dire Sikamel, est-ce qu'on peut avoir votre retour d'expérience sur la mise en place donc, de différents mécanismes de collaboration entre les grands groupes et un grand groupe tel que Airbus et les startups. Et potentiellement, si vous pouvez nous dire 2-3 mots sur les avantages et potentiellement des inconvénients d'un écosystème local de l'innovation. Monsieur Yvon.
Bien, merci de me donner la parole. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de converser avec vous, avec la Tunisie. Sur les éléments que je pourrais apporter, je vais reprendre encore donc une approche trinitaire ou ternaire, je ne sais pas comment dire, donc en 3 volets. D'abord, dire très rapidement les 3 missions donc du coup d'Airbus Développement, nos 3 raisons de également transformer notre entreprise, et puis les mécanismes que l'on met en place dans les 2 sens, c'est-à-dire pour privilégier l'open innovation, c'est-à-dire comment irriguer nos sites à partir de l'innovation qui se fait à l'extérieur, même si l'ADN de Airbus, c'est quand même l'esprit pionnier et l'innovation. Et puis dans l'autre sens aussi, comment privilégier l'intrapreneuriat et le cas échéant, la création de filiales ou joint ventures pour développer une activité en dehors de nos réseaux commerciaux traditionnels. Bien. Alors si je reprends très rapidement sur les 3 missions d'Airbus Développement, la première c'est une mission sociale, hein, puisqu'on agit au titre de la responsabilité sociale de l'entreprise, et donc ça nous conduit à mener des missions autour de le rapprochement de personnes en difficulté ou très loin de l'emploi, et les rapprocher de l'entreprise, du monde de l'entreprise. Alors, ça consiste en un coaching et aussi à mobiliser nos RH pour recruter sur la diversité et autrement. Bon, ça c'est le volet social. Ensuite, le deuxième volet, c'est le volet territorial. Donc, c'est vraiment, on est en plein dedans. Comment travailler avec nos élus au profit des territoires. Ça, c'est une question évidemment qui a été évoquée jusqu'à présent. Je reprendrai ce que disait M. Mechri, c'est-à-dire que la différence entre les grandes métropoles, parce que quand je parle de territoire, là, quelque part, je dis hors grande métropole, la difficulté, c'est que, enfin, la difficulté ou l'opportunité, c'est toujours selon la façon dont on le voit. Évidemment, l'idée que, en plus de créer de l'activité, de développer le tissu industriel, disons, le tissu économique local, c'est qu'il faut aussi développer toutes les dimensions de la société. C'est-à-dire s'assurer que, eh bien, il y a une politique sur le logement, qu'il y a une politique sur, évidemment, l'éducation et la formation, parce qu'on va avoir besoin de compétences pour irriguer ces nouvelles entreprises. Et donc, évidemment, l'action, elle est plus complexe que dans les grandes métropoles où tout cela existe. En plus, il y a la problématique aussi de la logistique et du transport. Donc, on voit bien que pour développer un territoire, disons, éloigné d'une grande métropole, évidemment, ça va demander une action bien plus complète. Bon. Je termine sur les missions d'Airbus Développement. Donc, la troisième, c'est l'Open Innovation, mais j'en ai déjà parlé. C'est ça qui est en lien, évidemment, avec notamment nos différents dispositifs d'accompagnement des startups. Alors, qu'est-ce qu'on met en œuvre pour faciliter l'échange, en fait, entre les grands groupes et les TPE, les PME, les startups? Bon, c'est un peu le sujet qu'avait abordé Marc. Évidemment, on est un grand groupe, c'est évidemment évolué à l'échelle mondiale. Comment faire pour avoir une action locale, territoriale, pertinente? Alors, une expérience que je peux partager avec vous, c'est la création de ce qu'on appelle le BizLab, chez Airbus, qui existe, on en a 3, je crois, Madrid, Toulouse, Hambourg et Bengali. Et ça consiste en quoi? Bien, en fait, c'est un SaaS. C'est un SaaS entre l'intérieur et l'extérieur, si l'on peut dire. C'est-à-dire que dans un sens, en interne, on va privilégier, on va mettre en place un dispositif permettant à nos salariés de porter des projets. Donc, c'est l'intrapreneuriat. Ces projets ensuite sont déployés sur nos sites ou éventuellement, le cas échéant, font l'objet d'une filialisation ou du joint venture s'il faut identifier différents partenaires. Bon, ça c'est le premier point. Le second point, c'est qu'on accueille dans l'autre sens des startups dont je dirais le domaine d'activité peut être très divers. À la limite, aujourd'hui, c'est vrai que les choses ont changé.
il y a quelque temps, les compétences, les métiers étaient relativement assez clairs pour l'aérospatial. Bon, ben, c'était la mécanique, les matériaux, l'aérodynamisme. Aujourd'hui, on est sur des compétences beaucoup plus transverses comme l'intelligence artificielle ou des choses comme ça. Et donc, évidemment, finalement, ce qui pilote l'interface pour nous avec les entreprises, c'est le cas d'usage. Et donc, on est à même d'accueillir une start-up qui, à travers son innovation, pourrait servir un usage chez Airbus. Et on facilite l'interface avec les équipes opérationnelles, c'est-à-dire que la preuve de concept est réalisée en direct avec les équipes sur site. Et puis, il y a également une dimension importante qu'il faut adresser, c'est la relation contractuelle. Aujourd'hui, un grand groupe ne sait pas contractualiser avec une petite structure. Pourquoi? Parce que elle n'est pas référençable, il n'y a pas une notion de pérennité, de volume d'affaires, etc. Et donc, cette structure BizLab, par contre, a un processus qui lui permet de effectivement contractualiser avec les startups. Voilà, donc ça, je voulais vous parler du BizLab. Il y a d'autres initiatives des grands groupes, au-delà d'Airbus, qui permettent de faciliter ces actions dans les deux sens, encore une fois. Vous avez par exemple l'association Le Créati, qui regroupe différents grands groupes et qui va aider effectivement les startups à prendre contact avec les grands groupes. Dernièrement, nous avons organisé en Nouvelle-Aquitaine une journée chez Ariane Group, qui est une de nos filiales pour la partie lanceur. Et on avait invité donc des startups d'intérêt sur des thématiques dont on pensait qu'effectivement elles pouvaient intéresser le site industriel qui nous accueillait. Donc ça, c'est dans un sens. Et dans l'autre sens, il y a une autre association qui s'appelle Diez, qui regroupe également les grands groupes et qui aide à ce qu'on appelle l'essaimage, c'est-à-dire permettre à nos salariés d'aller créer des entreprises sur des motivations. Alors, quelquefois, c'est beaucoup ce qu'on appelle l'essaimage à chaud, c'est-à-dire c'est vraiment boosté par les plans sociaux. C'est un peu le cas aujourd'hui. Donc, c'est toujours une opportunité pour nos salariés qui ont des talents aussi et qui des pratiques et qui pourraient lors de ces événements-là, créer leur propre entreprise. Bon, voilà, ça c'était pour parler rapidement du SaaS dans un sens et dans l'autre entre les grandes entreprises et les petites structures. Et après, pour terminer donc là, on a parlé un peu de territorialité, mais peut-être pas beaucoup. Pour terminer sur une grande entreprise comme Airbus, pourquoi il faut qu'on se transforme, qu'on innove, je dirais encore, pour reprendre une version trinitaire, il y a trois idées. C'est que on est évidemment impacté par la transition énergétique. Il y a pas mal d'aérobashing actuellement sur le fait que l'avion pollue. Bon, ça commence un peu, effectivement, on aimerait sortir de ça. Donc, c'est ça qui nous pousse aussi à venir innover sur de nouvelles façons de propulser nos engins. Donc, entre autres, le développement de la technologie hydrogène, donc la cryogénie, évidemment, c'est un axe d'innovation fort, mais pas seulement. Marc parlait de Jonzac, en fait, je dirais plutôt des Charentes, où Airbus Développement, effectivement, accompagne les élus locaux et Bordeaux Techno-Ouest à développer un pôle d'activité autour de l'aéromobilité du futur dans un cadre éco-responsable. Et on accueille, par exemple, il y a un projet que vous connaissez peut-être, Voltaero, qui est porté par Jean Botti, notre ex-CTO, sur l'aviation hybride. Mais tout ça, il y a une cohérence, on le fait en cohérence avec le territoire. Tout à l'heure, donc, il y avait une intervention de la région. Il y a un plan Maris-Bastier en Nouvelle-Aquitaine. On essaye de faire attention à ne pas dupliquer des structures, donc des redondances quelque part, et à pas disperser, je dirais, l'argent public et privé sur des initiatives qui seraient pas pérennes. C'est le cas sur les Charentes-Maritimes, où l'aéropole Antoine de Saint-Exupéry, effectivement, a vu le jour, est en train de naître, et dans un cadre vraiment concerté. Et tout à l'heure, on l'évoquait aussi, c'est pas porté par Jonzac, par une ville, c'est pas porté par une communauté de communes de la Haute-Saintonge, en l'occurrence, mais l'idée, c'est de faire porter ça par
les territoires adjacents, effectivement. Et je pense que le succès d'initiative, il est beaucoup lié au fait qu'il y a beaucoup de bénéficiaires à cette initiative. Voilà, c'est ce que je crois. Et puis l'idée aussi, c'est que cette initiative vienne au profit des acteurs industriels de ce territoire et de la population de ce territoire. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il faut répondre à des besoins, et ces besoins, ils sont évidemment de différentes natures, mais le premier besoin à satisfaire aussi, c'est le besoin du territoire sur lequel on intervient. Bon. Je crois que je vous ai à peu près tout dit, si ce n'est que dans les 3 dimensions, j'en ai oublié 2 quand même, sur le fait de vouloir transformer nos grandes entreprises. La transition énergétique, bien sûr, c'est le premier moteur. Le deuxième moteur, c'est les usages. C'est là-dessus qu'on travaille, sur le développement sur la revitalisation des aérodromes notamment. C'est travailler sur l'aéromobilité du futur, hein, ce qu'on appelle l'urban air mobility. Mais moi, j'irai plus loin, je serais plutôt sur la péri-urban air mobility, c'est-à-dire que sortir finalement des grandes métropoles qui sont saturées et donc développer, moi, mon idée, ce serait de développer des plateformes qui permettraient d'accueillir des taxis-drones, par exemple. Alors évidemment, il faut encore légiférer sur le sujet, mais Airbus, entre autres, porte un projet, et Airbus n'est pas le seul, évidemment, mais on a notre projet City Airbus, et on espère bien, enfin moi j'espère qu'en Nouvelle-Aquitaine, on aura l'occasion de participer à ce grand projet. Et puis il y a d'autres axes de développement, hein. Il y a le projet Flying Wells qui arrive en Nord-Gironde, que j'espère accompagner. Voilà, bon, il y a plein d'initiatives vraiment intéressantes. Et puis le troisième volet, je dirais, pour nous transformer, et je vais vous laisser la parole parce que j'étais un peu long peut-être, il est sociétal en fait. C'est-à-dire qu'on voit bien que la crise du Covid a fait qu'il y a de nouvelles façons de s'organiser, de nouvelles façons de travailler. On parlait d'innovation frugale, bon, mais effectivement, je pense qu'on est aussi en plein dedans, mais également sur notre façon de nous organiser, de gérer la surface exploitée par les entreprises, mais ça pose donc la question aussi des revenus fiscaux. Bon, c'est vraiment, il y a des réflexions de toute nature à envisager, et effectivement, comme le disait M. Mehachri, l'innovation territoriale et le développement territorial demande effectivement un développement dans toutes les dimensions de la société. Voilà, j'en ai fini. Merci, Monsieur Gobert. C'était très intéressant et surtout très, très concret. En fait, on est passé un peu de ce dont parlait, un peu de théorique à maintenant vraiment la mise en œuvre. Et on va continuer un peu sur cette lancée avec, donc on a l'opportunité d'avoir avec nous 2 start-upers tunisiens, 2 start-up tunisiennes, qui vont aussi nous apporter cette compréhension un peu plus du terrain et avoir leur témoignage. Je vais commencer par Shadi Achouri, Chief Technology Officer et cofondateur de la startup Chantier.tn. Bonjour Shadi. Et je sais que donc récemment, vous avez signé, Chantier.tn a signé un partenariat avec un grand groupe tunisien dans le secteur du BTP. Pouvez-vous nous parler un peu plus de cette expérience et puis sur les difficultés ou les points positifs vis-à-vis donc la concrétisation de cette collaboration, et si potentiellement si vous en avez tiré des leçons, ou si vous avez potentiellement des conseils que vous pouvez partager avec d'autres start-upers, d'autres entrepreneurs ou entrepreneurs tunisiens ou tunisiennes qui seront intéressés à développer des collaborations avec des grands groupes industriels. Ok, donc merci Mazen. Donc nous en fait chez Chantier.tn, comme l'a dit Mazen, on vient de signer un partenariat. En fait c'est un investissement. Donc le groupe SBF, Société Bouzganda Frères, c'est un des plus grands acteurs du BTP en Tunisie. Il a décidé de rentrer dans le capital de Chantier.tn parce qu'ils ont vu qu'il y avait un vrai travail de fond sur la digitalisation de la partie BTP, de la partie gestion des travaux, etc. Donc, en fait, nous, on a eu la chance de voir, en fait, nous, en tant que fondateurs, Moufid Ben Hamida et moi, on a vu l'écosystème entrepreneurial en train d'évoluer parce qu'avant Chantier, on avait lancé une première start-up en 2013 quand il n'y avait pas vraiment d'écosystème vraiment digne de ce nom.
On a eu l'opportunité en fait de travailler avec plusieurs types d'organismes. Donc, on a travaillé par exemple avec la Banque africaine de développement dans leurs organismes, leurs actions d'accompagnement. On a travaillé avec des accélérateurs de start-up. Et en fait, depuis la signature de cet investissement avec le grand groupe, on a vraiment vu à quel point c'était fructueux en fait de travailler avec un grand groupe, parce que le grand groupe est un facilitateur local, territorial, qui est vraiment effectif, qui ouvre des portes qui sont vraiment qui n'étaient pas vraiment accessibles pour nous. Le deuxième point très important pour les startups, je trouve, en Tunisie, les startups souffrent un peu d'un manque de crédibilité, surtout quand on va essayer de travailler avec des grands groupes ou essayer de nouer des partenariats locaux et internationaux. Les startups souffrent d'un préjugé en fait les grands groupes ont peur que les startups ne soient pas à la hauteur ou aient un manque de moyens, un manque de maîtrise, etc. Donc, n'importe quel partenariat avec un grand groupe donnera énormément de crédibilité à la startup, même pour nouer d'autres partenariats, pour aller vers d'autres marchés. Par rapport, peut-être, si je reviens à la question des conseils que je pourrais donner aux autres start-upers par rapport à ça, en fait, les autres start-up, en fait, nous, on a fait nos devoirs, entre guillemets, avant d'aller chercher qui sont les grands groupes. Je reviendrai même vers le point qui ont été cités par rapport au rassemblement. L'API travaille déjà sur ça, rassembler les start-upers et les grands groupes pour mieux communiquer, mieux se trouver. Nous, on a fait ça tout seul, avec notre propre réseau, ce qui est un peu dommage en fait, parce que comme on a discuté une fois, toi et moi, en fait, le grand groupe, lors de nos discussions, ils nous ont dit c'est dommage qu'on ne sache pas ce que vous faisiez avant, parce on aurait été intéressé même avant d'arriver à ce point-là. Donc, ça, je trouve ça dommage, en fait, parce que existant dans l'écosystème entrepreneurial, je vois vraiment des startups qui font un excellent boulot, mais il y a juste un manque de communication, en fait. Les industriels, les grands groupes ne savent pas ce qui se fait sur la place startup. Et les startups trouvent des difficultés à aller montrer ce qu'ils savent faire et démontrer qu'il y a vraiment une connaissance, une valeur ajoutée à apporter. Par rapport au thème de l'innovation territoriale, pour nous, en fait, durant notre partenariat, on a discuté sur l'implantation de chantiers Pantel dans d'autres territoires. En fait, le grand groupe, c'est vraiment un acteur majeur dans ce genre d'expansion régionale, en fait, parce que, comme je l'ai dit, c'est un facilitateur local et territorial qui a de l'expérience sur tout le territoire. Et donc, en termes de facilitation, en termes de mise en place de moyens techniques, de moyens financiers s'il le faut, puisque eux, ils ont dans la plupart des grandes régions, ils ont déjà des bureaux, ils ont déjà des équipes techniques, des équipes qui connaissent l'écosystème, le mini-écosystème régional. Et donc, n'importe quelle expansion régionale pour la start-up deviendra beaucoup plus facile, et la start-up pourra par conséquent se concentrer sur l'innovation qu'elle essaie d'apporter à la région sans se soucier de son adaptation à l'écosystème ou de choses de ce genre. Donc voilà, c'est notre retour d'expérience par rapport à la collaboration avec les grands groupes. J'encourage vraiment chaque start-up à essayer, même à faire l'exercice d'essayer de faire ça, parce que travailler avec un grand groupe, ce n'est pas du tout travailler avec des ONG ou des accélérateurs. Chacun a son apport.
Et en fait, le grand groupe, c'est le plus challenging en anglais par rapport à la startup parce qu'ils vous mettent directement, ce sont des gens qui connaissent votre métier et qui vont vous pousser à exceller en posant les bonnes questions et en mettant les bonnes contraintes qui vont être rencontrées sur le terrain. En fait. Merci Shadi. Merci pour ce retour d'expérience et j'espère que il y a des startups et des jeunes entrepreneurs tunisiens qui nous écoutent. Tu les as un peu plus motivés en fait sur l'importance ou potentiellement l'apport que pourrait avoir une collaboration avec un grand groupe. Merci encore Shadi. Merci beaucoup. Je vais passer à Simaha El-Khalifi, donc fondateur et CEO de Ahmini. Ahmini est une plateforme qui facilite l'affiliation des femmes des zones rurales au système de couverture sociale et sanitaire via les nouvelles technologies. C'est un des projets, je pense, un des rares projets qui émane vraiment d'un besoin identifié à l'échelle locale. Meher, merci d'être là aussi. Donc, nous aimerions avoir votre projet, ou même si vous avez vous avez vécu plus de points positifs pendant cette expérience. Et selon vous, après avoir parlé un peu des points, quelques barrières, etc., des difficultés, est-ce que vous pouvez nous donner aussi votre valeur ajoutée? Donc, que pensez-vous que serait la valeur ajoutée d'un écosystème qui promeut l'innovation à l'échelle territoriale locale? Merci beaucoup, M. Mazen, pour l'invitation. Merci, M. Price. Je suis Khalifi Maher. Comme vous dire, je suis le fondateur de la startup Ahmini. Toujours, comme tous les startupeurs ou bien les entrepreneurs, chefs de projet, on passe par des difficultés, mais personnellement, je passe par beaucoup de difficultés, surtout dans des régions et avec les lois, pour changer les lois, pour avancer, c'est bon, parce que je ne peux pas travailler avant de changer, parce que avant de créer Ahmini, la femme dans les zones rurales n'a pas de couverture sociale, n'a pas de loi existante pour sauver ou bien pour assurer la femme dans les zones rurales. Donc, l'une des difficultés que nous avons rencontrées dans la réalisation du projet innovant, c'est comment convaincre les administrations dans les régions pour travailler sur la même table, pour travailler sur la même innovation. Et surtout, c'est comment intégrer la nouvelle culture. C'est pour passer ou bien changer d'état des paperasses. Exemple, pour moi, j'ai été demandé de plus de 543 documents pour créer mon startup. C'est beaucoup de paperasses, beaucoup de documents, voilà, surtout c'est d'aller changer les cultures. Je suis en phase de pas pour changer les choses. C'est pour cela je trouve beaucoup de difficultés, mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas des organisations ou bien des personnes qui me soutiennent, surtout qui prend ou bien qui voit la vision de projet, parce que notre vision c'est de sauver ou bien d'assurer ou bien de protéger toutes les femmes dans les zones rurales, et voilà. Mais tous les obstacles on dit que les conditions de jeu. Il faut voir comment surmonter ces obstacles pour avancer.
Pour moi, je trouve c'est très important que Madame dit que il faut guider ou bien déléguer les compétences dans la Tunisie, ou bien dans les régions et dans de la c'est la confiance pour avancer, pour créer pour créer la nouvelle innovation, ou bien surtout dans les régions. Pour les valeurs ajoutées, je pense qu'il y a beaucoup de valeurs ajoutées. C'est l'impact, on dit. C'est faciliter la vie des gens quotidiennes. C'est la vie quotidienne des gens sera facilitée, sera la centralisation des administrations, c'est très important. L'évolution de la gestion de l'administration. On dit, c'est la création des emplois. Parce que je pense que si on a des compétences et toutes les voies, après 2 ans ou bien 3 ans, tout sera changé. Méthode de vie, les problèmes administratifs. Parce qu'aujourd'hui, bon, j'ai 2 ans travaillé, c'est le projet Protect Me, c'est Ahmini. Nous comptons jusqu'à aujourd'hui plus que 13 000 femmes adhérentes. Donc, avec 2 ou 3 projets dans les régions comme ça, peut-être tout sera changé. Et surtout c'est la création d'un équilibre économique social dans les régions. Avec, il y a beaucoup des initiatives, il y a beaucoup de compétences dans les régions. Peut-être c'est mon message que je le passe de déléguer ou bien de donner les confiances pour avancer et pour sauver notre pays. Et voilà. Merci Maël, merci pour quand même cette positivité de dire que c'est les obstacles, il faut les voir comme les règles du jeu. C'est assez intéressant de voir ça comme ça. C'est bien. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience et ce témoignage. Et bien sûr, on vous souhaite d'agrandir le travail que fait Ahmini sur tout le territoire tunisien et potentiellement sur la région. Donc, merci beaucoup, Maël, pour ton intervention. Et merci à tous. Donc, on arrive un peu à la fin de notre premier tour de table. Merci encore pour ces retours d'expérience et cette expertise que vous avez partagée avec nous, qui était très riche. Donc maintenant, pour avancer les choses, et on parle un peu de la Tunisie, donc il est impératif qu'on apprenne de ces expériences-là que vous avez partagées avec nous, d'en tirer aussi des leçons, des bonnes pratiques, et à notre échelle aussi ici, de les mettre en œuvre. Et donc je voudrais faire vraiment un tour de table rapide, comme on le fait à chaque fois, et demander à chacun d'entre vous de partager avec nous, en 2 minutes, une recommandation qu'on aimerait être pratique, tangible, et que vous pensez prioritaire à mettre en place pour assurer la relance post-crise de l'économie tunisienne, donc via l'innovation territoriale. Je vais commencer par, je nomme directement, j'attends pas de volontaire, je vais commencer par Madame Boudino, parce que je sais qu'elle doit partir dans 5 minutes. Donc je vais commencer par vous, Madame Boudino. Merci beaucoup. Bon, écoutez, un message simple qui résume un peu ce qu'on a entendu, c'est que l'innovation, ça se décrète pas d'en haut, et que pour les pouvoirs publics, il s'agit d'être davantage dans le soutien aux initiatives locales, essayer d'accompagner un écosystème dans sa structuration, à mettre en place les conditions d'un développement, et cela passe par la formation, par l'existence d'infrastructures, on en a parlé, c'est-à-dire des routes, du haut débit, des pépinières d'entreprises, des tiers-lieux, aussi des logements, du logement étudiant, enfin, c'est tout cet environnement que les pouvoirs publics doivent accompagner. Et puis également, l'accompagnement au développement économique, cela passe par des acteurs qui sont des experts dans leur domaine,
et pas des préfets ou des administrations. Et puis, j'ai une confiance totale en Unitech et TechnoWest, qui sont vraiment des structures phares de notre région, qui ont un véritable savoir-faire dans l'accompagnement de ce développement économique, y compris dans des choses qu'on a peu évoquées, mais il y a aussi l'ingénierie financière qui est à mettre en place, comment on aide les fonds propres des entreprises, comment on donne les moyens aux PME de faire de la recherche et développement. Enfin, tout ça, c'est des choses que ces structures TechnoWest et Unitex connaissent parfaitement, et ce serait une grande fierté pour la région aquitaine si elle pouvait être à l'origine d'un transfert de bonnes pratiques grâce à elle. Et puis, j'espère venir voir sur place à Nabeul ce que ça donnera dans quelques années. On espère aussi vous voir très bientôt en Tunisie et à Nabeul. Donc, merci beaucoup encore, Madame Boudino. Et bien sûr, vous avez parlé d'un point dont on n'a pas beaucoup discuté aujourd'hui, c'est comment financer en fait la mise en place de ces écosystèmes et comment animer ces écosystèmes. Mais c'est une conversation encore plus qui va être plus riche, et donc on a besoin d'un autre moment pour en parler. Mais ça viendra, et puis on en reparlera au cours des projets qu'on est en train de faire avec la région, avec nos collègues de l'API et du ministère en Tunisie. Merci encore, Madame Boudino. Je vais passer à Shadi. Ouais. Oui, donc par rapport aux recommandations, en fait j'ai pris quelques notes, c'est pour ça. Donc par rapport à la principale en fait recommandation que je pourrais partager, en fait, c'est pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est principalement la mise en place d'une pool ou de quelque chose, un organisme qui pourrait rassembler les expertises des grands groupes et aussi des startups, en fait. Grâce à une des participations que nous avons eues grâce à un accélérateur en ligne, c'est avec Y Combinator. En fait, Y Combinator, c'est un des accélérateurs de startups les plus flamboyants au monde. Et eux, en fait, ils ont créé in-house, en fait, ce genre de pool en ramenant les grands groupes d'investissement, les grands groupes industriels, et en exposant en fait par secteur d'activité ce que leurs startups savent faire ou savent en fait savent mettre en place. En fait. Et ça marche en fait dans les deux sens. Les grands groupes identifient les besoins. Et par exemple, comme a dit M. Yvon, nous on bosse sur une problématique d'intelligence artificielle, et en fait l'accélérateur il va offrir des compétences directement applicables au grand groupe. Comme ça, le grand groupe il ne fait pas le filtrage, et de l'autre côté la start-up se focalise sur son savoir-faire. Et ça, je trouve que c'est une approche vraiment excellente parce que ça élimine en fait le travail de screening qui se fait, et tout le monde se focalise sur son secteur d'activité. En fait. Et là, ça pourrait être vraiment un excellent axe sur lequel on pourrait travailler, que ce soit le secteur privé, comme les accélérateurs, ou le secteur public, comme l'API ou autre. Donc, voilà. Merci, Shadi. Merci. C'est une très, très bonne recommandation. C'est quelque chose de très pratique. Et oui, il faudra regarder ça. J'ai déjà entendu parler de Y Combinator, et on pourrait peut-être regarder un peu ça en détail. C'est très bien. Merci. Je vais passer à Maher Khalifi. Est-ce que tu peux aussi partager avec nous une recommandation que tu penses importante pour la mise en place d'écosystèmes numériques? Maher, je pense qu'on t'a perdu. Bon. Je vais passer à Monsieur Yvon Gobert. Donc, si vous pouvez, de votre côté, nous donner une recommandation.
Oui, alors je reviens. Vous m'entendez? Oui. Je reprendrai un peu les propos de M. Achouri. Effectivement, faire en sorte que les startups puissent se concentrer effectivement sur ce qu'elles savent faire et du coup, effectivement, alléger le reste, je dirais. Et pour cela, je rebondis effectivement sur, évidemment, alors, je connais mal l'écosystème tunisien, pardonnez-moi. Ce que je peux dire, ce que je constate, par contre, ce qui fonctionne bien, en tous les cas en Nouvelle-Aquitaine, c'est, Madame Poutinou l'a évoqué, le fait de s'appuyer sur des structures. Alors, il y a Bordeaux Techno-Est, Unitech, il y en a d'autres d'incubateurs. La région est riche pour cela. Mais pour nous, grands groupes, et c'est pour ça que je pense cette posture, c'est que en fait, on s'appuie sur ces structures déjà parce qu'on sait que quand on rentre en contact avec ces startups qui sont déjà hébergées, accompagnées et donc évaluées, la crédibilité de ces projets, évidemment, est très importante. Alors après, dans le domaine des startups et en lien avec le développement du territoire, ce qui compte, c'est quoi? Au début, enfin pour moi, il faut toujours qu'il y ait une histoire. L'histoire, c'est très important. Et chaque territoire a une histoire à raconter et elle le raconte à travers ses initiatives. Ça, c'est le premier point. Après, sur le sujet des startups, souvent on regarde les business plans, ces choses-là. Bon, ça a le mérite d'exister. Ce qui compte quand même, c'est les projets, c'est avant tout des hommes, c'est porté par des êtres humains et je dirais que c'est la première évaluation que l'on peut faire en fait, c'est vraiment évaluer le porteur de projet en fait et c'est l'action que nous on mène en business développement en termes de coaching en fait. Donc la recommandation que je ferai aux porteurs de projet, c'est de se rapprocher évidemment de ces technopoles, comme c'est le cas en Nouvelle-Aquitaine. Le modèle Unitech est intéressant, c'est le rapprochement effectivement avec, ils sont plus sur des spin-off techno, le rapprochement avec les universités. Le modèle de Bordeaux Techno-Ouest sur les usages et une organisation en thématique. Tout à l'heure, on parlait du bâtiment. Je sais qu'à Saint-Médard, il y a Copernic qui regroupe en fait les innovations autour du bâtiment intelligent. Et là, l'intérêt, c'est quoi? C'est de fédérer surtout les acteurs locaux. Typiquement, sur ce cluster, vous avez Bouygues, vous avez Pichet, vous avez plein d'acteurs, des grands du bâtiment qui interviennent. Et donc, les startups sont facilement interfacées avec ces grands groupes. Sur Mérignac, il y a l'Aéroparc. Et évidemment, nous, on est membre fondateur aussi du fonds TechnoStart qui permet d'accompagner les startups. Vous avez Dassault, vous avez Thales, vous avez tous ces gens-là. Et donc, autour de l'aéronautique, l'espace et la défense. Prochainement à Libourne, on accompagne aussi un projet sur la food tech. J'imagine qu'on va intéresser les responsables de l'agro. Voilà, ce qui compte, c'est faire en sorte que tout soit fait pour le territoire, mais avec les acteurs du territoire. Et ces acteurs-là doivent investir. Et effectivement, on n'a pas parlé du volet financier. Nous, Airbus Développement, on a différents dispositifs à mettre en place, et notamment, bientôt, on va en parler, mais dans le cadre de la revitalisation de nos territoires. Mais il y a d'autres initiatives. Alors, c'est vrai, ce qui est difficile pour les startups, c'est de gérer les flux financiers. Quand on est au niveau d'une région, bon, il y a l'Europe, très bien, mais il y a aussi, par exemple, la dimension territoire d'industrie, qui est une initiative portée aussi par les ministères, qui permet d'identifier les différents territoires et de structurer sur une approche de réindustrialisation. Il y a des fonds qui viennent de la revitalisation, il y a des fonds qui viennent des entreprises en direct comme Airbus Développement, mais je pourrais parler de Michelin Développement, pour mes collègues, chers collègues aussi, Total Développement. Bon, il y a plein d'acteurs qui sont prêts aussi à financer, mais pour ça, il faut se regrouper, autour d'organismes qui sont aidants, qui permettent de décharger les startups de plein d'activités dont ils ne sont pas vraiment forts là-dedans et de se concentrer vraiment sur leurs projets. Voilà, c'est ma recommandation. C'est parfait, merci beaucoup. Je vais passer à Sikamel.
Merci, Simez. Bon, pour ma part, donc, j'ai une première proposition qui concerne donc, la promotion de la culture de l'innovation orientée marché. Parce que donc, il y a plusieurs initiatives qui ont été faites par différentes structures, notamment par l'API, donc pour organiser des séminaires à l'échelle régionale pour la promotion de cette culture d'innovation. Mais cette fois-ci, je recommande qu'on insiste sur l'aspect marché parce que l'innovation, ça concerne la mise sur le marché d'un produit ou d'un service innovant. Aussi, donc, je propose de renforcer l'articulation entre les grands groupes et éventuellement les PME et les startups. Donc, nous sommes engagés à le faire à travers des mises en relation, à travers des manifestations qu'on organise pour faire connaître donc les potentialités des startups aux entreprises et inversement pour proposer des problèmes d'entreprise qui peuvent être résolus par des startups. Sur l'aspect régional, donc, je tiens à rappeler qu'au niveau de l'API, nous avons des pépinières d'entreprises dans tous les gouvernorats du pays. Donc, ces pépinières ont été créées dans le but d'impulser l'entrepreneuriat innovant à l'échelle régionale. Et donc, ces pépinières assurent donc plusieurs fonctionnalités, notamment la formation, l'accompagnement et l'hébergement. Et parmi les success stories Siqais, Innova Robotics, par exemple, donc c'est une entreprise qui a été accompagnée par l'API, par la pépinière de Softech API, et qui est actuellement hébergée jusqu'à aujourd'hui au niveau de la pépinière Softech de Sousse. Donc, j'invite donc tous les jeunes entrepreneurs à prendre contact avec l'entreprise s'ils ont des projets, des idées de projets, et ils peuvent les assister et les accompagner. Voilà. Merci Sikamel. Merci pour les recommandations et merci aussi pour l'invitation à nos jeunes entrepreneurs tunisiens. Simounir, peut-être une recommandation en 3 volets? Oui. Cette fois-ci, ça ne sera pas en 3. Vous savez, j'ai suivi avec une très grande attention les interventions parce qu'elles sont de très bon niveau. Et je pourrais même dire que ce webinaire est peut-être un parfait écosystème innovant. Parce que quand on voit la nature des acteurs qui participent, je prends en compte les acteurs qui nous suivent. Je considère, je pars du principe que nous avons peut-être des universitaires aussi parmi les intervenants. Et par rapport à ce qui a été dit, au fait, la recommandation va ressortir de manière tout à fait logique et naturelle après tout ce qui a été dit. Par exemple, Mme Moudino a expliqué l'importance du budget et de l'indépendance des territoires au niveau des ressources et des compétences. M. Mejri, lui, a noté l'importance d'impliquer tous les acteurs et se doter d'infrastructures. M. Augustin, quant à lui, a rappelé qu'il faut développer la compétitivité territoriale, justement pour accompagner l'innovation et accompagner les entrepreneurs nouveaux et ceux existants. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des entrepreneurs qui sont déjà ancrés dans un territoire. Monsieur Ouefeli insiste sur la relation forte qui existe déjà entre innovation et entreprise, qui permet de développer des avantages compétitifs. Monsieur Gobert met en évidence une des approches de l'innovation qui est l'open innovation à l'entrepreneuriat. Monsieur Rachouri démontre l'importance d'un partenariat intelligent entre une start-up innovante et un gros groupe. Et enfin, Monsieur Relfi insiste sur la culture de changement et l'accompagnement des administrations locales. Donc finalement, c'est quoi la recommandation? C'est de prendre un grand groupe comme catalyseur de l'innovation territoriale. Pourquoi prendre un grand groupe? Parce qu'un grand groupe n'est pas une association à but non lucratif. Un grand groupe est là pour développer son business et améliorer sa compétitivité et attaquer des marchés. Vous avez la chance en Tunisie d'avoir des grands groupes d'envergure internationale qui innovent beaucoup et qui sont discrets. Je veux dire, c'est pas non plus Parfois, on cite le nom, personne ne les connaît, mais si vous balancez ce nom sur le marché international, tout le monde dit « Ah oui, on connaît parfaitement cette entreprise ». Alors, partir du grand groupe comme catalyseur, mais attention à ne pas tomber dans le piège partenariat public-privé des années 2000. Parce que dans les années 2000, quand on disait PPP, en fait, on demandait à l'entreprise de signer un chèque, on faisait quelque chose avec, mais l'entreprise ne voyait rien. Elle dit, mais quel est mon intérêt? Donc, il ne faut pas tomber dans ce même piège. Et pourquoi on va partir d'un grand groupe? Parce que justement, on a vu qu'il y a des obstacles. Il y a des obstacles au niveau des financements, il y a des obstacles au niveau des législations. Monsieur Gobert, vous pouvez me couper votre micro, s'il vous plaît? C'est bon. Donc, un gros groupe, justement, grâce à son poids et à son influence,
va justement permettre de créer cet environnement favorable à l'innovation territoriale. S'il y a des obstacles réglementaires, bah forcément c'est un grand groupe, parce qu'un grand groupe est un acteur majeur économique, non seulement local, mais national aussi. Donc, on ne va pas l'écouter de la même manière. Et cela va permettre de profiter à tout le monde. Les petites startups qui sont innovantes, parce que ce n'est pas une question de compétences. La Covid-19 a démontré comment les pays peuvent faire de l'innovation. Alors, c'est vrai que c'était surtout frugal. Et en plus, les pays en Afrique, on a une petite spécificité, voire une spécialité, c'est ce qu'on appelle le système D. Et je considère le système D comme le niveau basique de l'innovation. Voilà, donc ma recommandation, c'est de prendre un grand groupe comme catalyseur à l'innovation territoriale. Non, c'est une idée assez intéressante qu'il faudra voilà, discuter un peu plus avec nos collègues tunisiens et le secteur public et le secteur privé. Non, c'est très intéressant. Et puis, donc, si je comprends bien, on a bien fait notre choix d'inviter aujourd'hui. Parfaitement. On a fait écosystème à nous-mêmes, hein, c'est ça? Et j'inclus les personnes parce que je vois aussi les questions qui sont posées, oui, on a vraiment une vision globale. Oui, non, c'était très très bien. Je vais passer avec Marc. Marc, une recommandation? Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites aujourd'hui. Moi, je voulais juste vous dire que déjà dans le projet qu'on a avec Nabel, on va essayer justement de mener ce projet collectivement avec une approche du terrain jusqu'en haut, si je puis dire. Mais on va tous essayer en tout cas, notre objectif, c'est de fédérer l'ensemble dans un objectif commun et que ce soit vraiment une co-création et pas simplement quelque chose qu'on va imposer et après, on va vous laisser vous débrouiller avec tout ça. Non, ce n'est pas le but. Nous, on n'est pas un système D, mais on est un système T, T comme TechnoEst. Et ce système, on l'a bâti justement par 30 ans d'expérience dans un écosystème français qui avait des chambres de commerce, qui a toujours des chambres de commerce d'industrie, des clusters, des pépinières d'entreprises, tout cet environnement que vous connaissez et qui existait aussi et qui existe aussi chez nous en France. Par contre, de façon un peu système D, on a dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour que ce soit efficace, tout ça, pour nos entreprises? Alors, on a une région qui s'est posé la bonne question, qui a déjà mis un gros chapeau avec un schéma. Et nous, humblement, sur notre proximité de terrain, on a construit notre système sur 6 piliers. Le premier, c'est des programmes d'accompagnement à quelques stades que ce soit de l'entreprise, que ce soit de l'incubation, de démarrage, jusqu'à de l'accélération. On a un programme qui correspond à des actions de coaching, d'accompagnement, d'ateliers, de formation, de proximité. C'est nous qui le faisons, c'est avec nos effectifs et on s'appuie sur des experts extérieurs. Le deuxième point, c'est l'hébergement. Un entrepreneur, il a besoin d'une infrastructure, un endroit où il peut créer son entreprise, même si ça peut être qu'un bureau et ça peut être aussi des ateliers. Donc, on a mis en place des moyens. Et on a mobilisé des pépinières pour les mettre à disposition de nos entrepreneurs. Le troisième volet, c'est le financement. Le financement public qu'on peut solliciter et la région nous fait confiance parce qu'on apporte une qualité d'accompagnement qui leur permet de dire oui, je suis en confiance, je peux subventionner un projet parce qu'il est bien accompagné et qu'il est structuré et qu'ils ont déjà fait un certain écrémage et un certain travail qualitatif en amont. Pareil pour les grands groupes, quand ils viennent investir chez nous, ils investissent parce qu'ils ont un tiers de confiance. Le quatrième point, le quatrième pilier, c'est les partenariats avec le privé. Airbus en est un exemple, et vous l'avez fort justement dit tout à l'heure, c'est fini, on ne veut pas du mécénat. On ne va pas solliciter Airbus pour avoir juste de l'argent et après, vous avez une cotisation et c'est tout, vous avez votre nom qui est affiché. Non, nous, on se doit d'apporter de la valeur ajoutée à ces grands groupes. Et donc, on a mis en point tout un programme qui leur correspond et qui est source d'alimentation en innovation pour le grand groupe. Le cinquième point, c'est le développement économique. Cet écosystème, il interagit avec les structures locales, politiques, économiques, locales, etc. Donc, on se doit d'être en capacité de parler d'interagir avec toutes ces structures. Et le dernier, c'est l'animation.
l'animation, on doit créer de l'événement, on doit créer de la mise en relation, du networking entre les entrepreneurs entre eux, les entrepreneurs avec des grands groupes, etc. Alors, je ne dis pas que c'est la recette magique. En tout cas, c'est celle qui fonctionne. C'est celle qu'on a, nous, qui est transposée sur 9 autres structures technopolitaines dans la région Nouvelle-Aquitaine, hein, que ce soit Unitech, avec qui on est partenaire sur le projet Innovi, pardon. Également sur Poitiers, sur Angoulême, sur Limoges, sur toutes les grandes agglomérations du coin, mais qui rayonnent aussi avec des villes de plus petite taille. Et voilà un peu les recommandations. On va essayer de construire ça avec vous à partir de tout et de transformer ce qui existe pour que ce soit le plus efficace possible pour répondre à toutes ces questions qui ont été posées. Et dernier élément, l'innovation ne s'arrête pas juste à la tech et aux nouvelles technologies. Hein. L'agroalimentaire, l'agriculture, elle innove. Et des fois, une innovation pour certains, c'est un site web. Pour d'autres, c'est envoyer un satellite sur la Lune. Mais je veux dire, on innove tout le temps. Voilà. Merci Marc, merci. Et non, vous avez raison. Et si je retiens bien, je pense que le point essentiel, la clé, je pense, c'est de trouver une situation de gagnant-gagnant entre les différents acteurs pour pouvoir avoir cette collaboration et mettre en place cette collaboration sur le terrain. Merci Marc. Et last but not least, donc on regarde toujours le meilleur pour la fin, c'est Price. Donc, votre recommandation. Je trouve qu'il y a beaucoup d'idées intéressantes, beaucoup de recommandations très intéressantes. Je vois qu'on est tous d'accord que l'enjeu, c'est l'attractivité de territoire. C'est comment rendre un territoire assez attractif, d'abord pour fixer les ressources et les potentiels de ressources humaines qui existent sur le territoire, pour le garder et profiter de ces ressources-là, mais également de faire une attractivité de l'extérieur pour ramener des investisseurs, des grands groupes, d'autres startups pour opérer sur le territoire. Rendre le territoire attractif d'une façon durable, c'est un enjeu très important, mais qui nécessite d'abord une démarche stratégique, cohérente, à l'échelle régionale, mais également à l'échelle nationale. Donc, comment peut-être la Tunisie, elle a disposé depuis l'indépendance de pas mal de stratégies, malheureusement sectorielles, à sensibilité sectorielle, donc des stratégies, des politiques de formation, des politiques de développement de secteurs économiques, agriculture, transport, etc., mais peu de sensibilité régionale. D'où les résultats après une soixantaine d'années d'indépendance. On a presque, suivant une dernière étude de l'OCDE, 92% de l'activité économique des entreprises industrielles sont situées autour d'une heure de transport des trois capitales Tunis sous Sfax. Donc 92% sont situés à 1 heure de transport. Pour dire que les territoires ou les régions intérieures sont peu attractifs pour développer, pour créer de la richesse, pour créer de développement. Et ça, d'abord parce qu'on manque de démarche. Et s'il y aura une recommandation à faire, c'est qu'il faut mener une politique de renforcement de capacité pour maîtriser les démarches structurées autour de l'innovation territoriale. Et là, il y a beaucoup d'outils intéressants. Mounir, il en parle tout le temps autour de l'intelligence économique territoriale, une démarche d'intelligence économique territoriale qui permet surtout d'identifier le potentiel de chaque région, la singularité, la complémentarité, les ressources dont dispose les acteurs, etc., et l'environnement dans lequel se trouve le territoire. Donc, c'est un outil très intéressant. Le marketing territorial, encore également, c'est un outil très, très puissant. Et là, je félicite Expertise France pour l'accompagnement du projet de branding Tunisie, le site tunisien, pour lequel on est en train de mener une stratégie à l'image du French Tech, pour brander le territoire tunisien autour de la technologie et de l'innovation.
Également, tout à l'heure, j'ai parlé de la démarche de 3S, la spécialisation, la stratégie de spécialisation intelligence, où le ministère de Développement et de Coopération internationale a démarré un projet de renforcement de capacité là-dessus. Donc, il faut, je pense, la première recommandation, mettre en place des formations, des politiques de renforcement de capacité pour s'approprier ces démarches stratégiques qui permettent de développer le territoire ou de développer des stratégies d'innovation territoriale. La deuxième remarque peut-être que je préconiserai, c'est qu'il faut profiter du digital. La crise Covid l'a bien montré, c'est que le digital peut être un vecteur, un catalyseur très important pour assurer cette dynamique et cette nécessité d'animer l'écosystème. L'écosystème, le territoire, déjà la notion de territoire de plus en plus les intègre avec l'espace cybernétique, avec le 5e espace. Actuellement, on ne parle plus de l'air, terre, mer et de l'espace, mais également un espace cybernétique qui existe actuellement. Donc, penser au digital est très intéressant pour assurer ce networking, cette mise en relation, cette animation de l'ensemble de l'écosystème. Il faut profiter de digital pour vraiment mettre comme un pilier de toute stratégie d'innovation territoriale. La troisième recommandation, et là je rejoins l'idée, enfin la réflexion de tous nos intervenants, c'est la nécessité d'un leadership. Leadership dans le sens, chaque territoire, il faut une locomotive, des acteurs locomotives qui peuvent vraiment assurer le pilotage et la réussite de chaque stratégie. Ça pourrait être un grand groupe, effectivement, une entreprise, mais ça peut être un acteur public, des acteurs d'appui ou des structures d'appui, des technopoles ou des pépinières ou des clusters, etc. Mais il faut assurer un certain leadership dans une région. Leadership qui peut qui favoriser la création de champions nationaux qui peuvent vraiment fixer les populations parce que nous constatons par exemple qu'il y a des menaces actuellement à l'échelle de développement régional qui est tirée de l'immigration, le fait de quitter le territoire pour se placer dans un autre territoire à l'échelle nationale ou à l'échelle internationale. L'enjeu est de fixer ces ressources humaines se base sur notre capacité à attirer ces ressources sur le territoire et attirer, il faut une masse critique, une capacité, comme ils l'ont fait à Bordeaux autour de Spatial par exemple, il faut une masse critique à l'intérieur du territoire qui permet de capter ces ressources-là à l'intérieur du territoire. Donc, les grands groupes, c'est très important. Et l'on voit actuellement sur certains territoires comme à Sousse, à Sfax ou à Riana, à Technopole Technopole d'éthique de Razella, il y a une certaine synergie, il y a certains groupes qui ont réussi à créer une dynamique autour de territoires. Donc, juste pour résumer, donc il faut s'approprier les outils nécessaires, renforcer les capacités pour s'approprier les outils nécessaires pour une démarche stratégique, une démarche structurée et cohérente. Deuxièmement, il faut renforcer le digital et en tant que catalyseur et vecteur de développement. Troisièmement, il faut favoriser l'interaction publique-privée, notamment autour d'un leadership territorial pour vraiment créer une masse critique qui permet de développer le territoire. Merci Sir Price, merci beaucoup à vous et à tous nos invités. C'est encore une fois beaucoup d'informations, beaucoup d'expériences, beaucoup d'expertise que vous avez partagées. Donc merci à vous tous d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Merci aussi d'avoir été pratique, concret et honnête dans vos interventions, les témoignages
de nos start-upers tunisiens, le témoignage du côté Airbus et de nos experts aussi. Donc, merci d'avoir partagé ces expertises et ces retours d'expérience et tout cela donc, dans un but commun de contribuer au développement économique durable et inclusif de la Tunisie. Je voudrais m'excuser auprès de des participants qui nous ont suivis sur Facebook ou Zoom et qui ont posé des questions. On a déjà dépassé le temps de 25 minutes, le temps alloué. Donc, bien sûr, on essaiera de revenir sur leurs questions via les réseaux sociaux et on répondra à leurs questions qui sont d'ailleurs très pertinentes. J'ai eu l'opportunité de regarder quelques questions maintenant, donc on y reviendra. Merci encore, merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.